dans notre magazine pour une nouvelle série, une série qui va un petit peu nous bousculer au niveau de nos idées préconçues parfois, puisque nous allons parler de ces penseurs juifs qui sont à contre-courant de la pensée ambiante. Et j'ai le plaisir d'avoir avec nous Félix Pérez, qui est donc historien, anthropologue, nous le connaissons bien sur les ondes de Cannes aujourd'hui. Félix nous propose d'étudier ensemble une série de penseurs juifs, une série de personnages très importants, très connus, mais peut-être de découvrir un petit peu la face cachée qui ne faisait pas l'unanimité dans la communauté juive en tout cas, et autour d'eux encore moins. Bonsoir Félix. Bonsoir, je suis très content d'attaquer cette série avec vous et je pense que vos auditeurs vont apprendre beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas pour la plupart d'entre eux, disons. Ah ben moi aussi, j'en suis sûre même. Alors, on va commencer notre série par un personnage très important, c'est un grand philosophe qui est étudié au bac, qui est étudié à l'université lorsqu'on étudie la philosophie. Dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est un incontournable. Il s'appelle Baruch Spinoza. Baruch en hébreu, c'est son prénom. Il est né à Amsterdam en 1632 et il est mort en 1677 à La Haye, je crois on dit. C'est un philosophe donc néerlandais et il occupe une place fondamentale dans le monde de la philosophie parce que il a créé un courant de la pensée. Mais n'oublions pas que Spinoza est issu d'une famille juive marane portugaise qui avait fui l'inquisition espagnole et il a une grande histoire. En dehors de sa personnalité de philosophe, il a une histoire très importante au sein de la communauté juive elle-même. Alors, dans sa personnalité de philosophe, à l'intérieur de sa personnalité de philosophe. Voilà. Donc je vous laisse la parole, Félix. Alors allez-y. Il vient d'une famille. Ses parents sont très très aisés et sont dans les leaders de la communauté d'Amsterdam. Donc, et son père le veut rabbin. Donc, il fait des études. Il connaît parfaitement Maïmonide, etc., etc. Mais seulement, il fréquente des écoles de philosophie, Descartes, Hobbes, etc. Et il commence à émettre des idées contestataires qu'on va étudier tout à l'heure. Et à 23 ans, il est mis en chérem. Alors, ce mot va revenir souvent. Chérem, c'est très rare dans la communauté. C'est une vraie excommunication en bonne et due forme. Officielle, elle est officielle. Officielle. C'était rare même à l'époque. On mettait pas les gens en chérem comme ça. Aujourd'hui, ça existe à peu près plus. Mais à l'époque, c'était très rare déjà. Donc, il est mis en chérem et il s'en va donc développer ses pensées philosophiques dans des milieux agnostiques ou chrétiens en Hollande, mais il sort d'Amsterdam. Voilà. Il va vers La Haye, plus exactement. Voilà. Et alors le chérem d'abord, faut savoir que le chérem de Spinoza est officiellement lié à des problèmes de dette. Donc il voulait récupérer des dettes et au lieu de porter plainte auprès du Beddin de la ville, il a porté plainte devant les tribunaux civils. Et ça se faisait pas à l'époque. Même aujourd'hui, c'est pas très bien vu entre juifs religieux en Israël. On est censé aller au Beddin d'abord. Si on le fait pas, on n'est pas mis en excommunication. Mais à l'époque, si on le faisait pas, c'était très grave. Mais c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que par ailleurs, il avait des idées tellement controversées par rapport au judaïsme ambiant, et ça se faisait pas non plus à l'époque. À l'époque, tout le monde était dans le moule, que ça plus ça faisait trop et on l'a excommunié. Et voilà tout le débat. Donc Spinoza excommunie. Alors il faut savoir que Spinoza va développer une philosophie absolument immense, géante, qui fait qu'aujourd'hui c'est un des penseurs les plus puissants qui ait jamais été, y compris considéré comme tel, y compris par des juifs pratiquants, parce que sa pensée est très grande pour son époque. C'était complètement à contre-courant. D'abord, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'Éthique, dans lequel, qui a rien à voir avec la controverse du chérem, mais dans lequel il redéveloppe une logique complète de la création de l'homme, de la relation entre Dieu et l'homme, du libre arbitre, de la relation entre l'homme et son salut, son éternité, etc. Et tout ça à partir de dogmes de départ, quelques-uns réduits, et puis à partir d'une logique. Et à partir de cette logique et de ces dogmes de départ, il monte de A à Z un système complet. C'est un bouquin de 400 pages, un système complet. C'est la première personne qui fait ça de zéro.
Monsieur Spinoza dans son bureau, qui crée une logique complète de A à Z, comme une mathématique, comme Einstein créait une physique à lui, Spinoza crée une mathématique à lui. Et ça, déjà, en soi, quand on étudie l'éthique, c'est absolument fascinant de voir la richesse de pensée et cette originalité de pensée. Évidemment, c'est fou. En final, c'est fou. C'est comme une pensée kabbalistique qu'un non kabbalistique étudierait. Ça semble fou. La pensée de Spinoza est folle. Pour moi, je la considère comme folle. Mais elle est fascinante à plus d'un point. Voilà. Alors maintenant, il y a l'autre versant. Il y a l'autre Spinoza, celui du traité théologico-politique. C'est sa pensée religieuse et politique. Alors là, il émet une critique de la Bible et de la religion juive terrible, une critique des systèmes religieux et politiques, et il adule le christianisme de base. Alors voilà, ça c'est la partie très controversée au niveau juif de Spinoza. Alors, sur la partie religion, Dieu est partout, Dieu est immanent, la nature c'est Dieu, Dieu c'est la nature, nous sommes tous dans Dieu et Dieu est en nous. C'est l'inverse, nous, Dieu a créé l'homme, Dieu s'est séparé de l'homme, à Shamaim Va'aretz, Dieu est dans le ciel et l'homme est sur la terre, et l'homme travaille à son travail, Dieu fait son rôle de créateur, et l'homme s'adresse à Dieu par la prière, et il y a cette relation, mais il n'y a pas cette unité d'homme-Dieu. Ensuite, il dit les Juifs ne sont pas le peuple élu, la Bible hébraïque n'est pas d'origine divine. Alors il essaye de démontrer à des dizaines d'endroits des contradictions dans la Bible, contradictions apparentes et réellement apparentes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était intéressant cette contradiction. Comment Moïse a-t-il pu écrire ça ? Il conteste le fait que les prophètes aient eu une parole divine. C'est vrai, on peut pas démontrer que les prophètes ont eu une parole divine. On peut y croire, mais on peut pas le démontrer. Et voilà. Donc, cette critique est terrible pour l'époque. C'est le premier qui ose réellement, depuis Paul, le juif créateur du christianisme, véritablement créateur du christianisme, c'est le premier qui ose monter un système complet qui sape la religion juive. Et même Paul n'avait pas osé saper la Bible juive. Donc, une critique terrible. Il a été étudié, on va dire, puisque ses œuvres ont été publiées après sa mort. Il est mort de tuberculose. Il a été reconnu. À 43 ans. Voilà, il est mort très jeune. Il a été 45 ans, pardon. Oui. Il a été excommunié d'ailleurs très jeune, à 22 ou 23 ans, je crois. Et il a été excommunié à 23 ans, absolument. C'est ça. Et en fait, son œuvre a été vraiment étudiée après sa mort, reconnue après sa mort. De plus en plus après sa mort. Les premières années, pas du tout. C'est ça. Il y avait quelques penseurs qui ont regardé, Leibniz a été le voir, etc. Il y a eu quelques penseurs qui ont regardé un petit peu, mais c'est des centaines d'années après sa mort que sa pensée s'est développée, et je dirais au 19e siècle, surtout avec la critique biblique, qui a adopté, voilà, et puis on va voir après la Scala. Alors ensuite on va voir. Juste, il y a quand même un regard des philosophes sur son travail qui est très très important. Hegel, par exemple, disait que c'était un point crucial dans la philosophie moderne. Nietzsche le qualifiait de précurseur, c'est un petit peu ce que vous disiez. On l'appelait aussi le prince des philosophes. Ah oui, non, mais c'est un géant. Oui. C'est ça. Mais donc, au niveau du judaïsme, pour finir sur le judaïsme, pour lui, vous voyez les pensées de Zemmour et Finkielkraut. Si on n'est pas dans le moule de la laïcité française, on doit adopter le moule de la laïcité française. Si on vit dans la nation française, on doit adopter les coutumes et les mœurs de la nation française. C'est une vieille nation. Et ben il avait ce même dogme, Spinoza. Quand on vivait dans une nation, on devait en adopter tous les mœurs et toutes les